Merci à tous les deux. Merci Émilie, Cariou, vous êtes députée de la Meuse. Vous nous avez fait l'amitié et la bienveillance de beaucoup nous écouter, de partager ce qu'on faisait. Vous êtes devenue notre interlocutrice un peu privilégiée dans le cadre, enfin, au niveau politique, dans le cadre du collectif. On a lié des liens forts, puis on a confiance en vous. Voilà. Alors, c'est toujours chouette d'avoir confiance en une élue de la République. Et Frédéric, Frédéric, on vous connaît, hein, vous êtes directeur d'un établissement de soins privé à Cavaillon. Et en fait, tous les deux, on aurait aimé vous emmener encore sur un sujet qu'on a déjà abordé, en sachant que c'est encore une fois, c'est libre. Donc, il n'est pas question de se sentir enfermé dans un sujet. C'est vrai que l'offre de soins dans les yeux d'Émilie Cariou, l'organisation du soin dans les yeux d'Émilie Cariou, députée de la Meuse, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Voilà, mais on peut aussi aborder, j'imagine, la question des déserts médicaux dans la Meuse, en l'occurrence, votre territoire. Et à chaque fois, je trouve que Frédéric peut être un bon miroir ou un bon interlocuteur pour rebondir sur comment on articule tout ça, en sachant que moi, il y a un truc qui me tient très à cœur, et puis je me suis engagé sur Twitter. J'ai dit que une des conclusions du vrai Ségur de la santé, par exemple, c'était zéro déprogrammation en France, quel que soit le contexte sanitaire. Voilà. Ça, je trouve que c'est un message fort. Ça aurait de la gueule que le prochain président s'engage là-dessus, ou la prochaine présidente. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut être capable d'organiser les hôpitaux, la médecine de ville, les établissements privés. Aujourd'hui, il y a Frédéric. Moi, je m'arrête là. Thomas, peut-être, Thomas, tu peux nous faire un petit mot d'intro. Alors, les thèmes, tu les as déjà lancés et le débat, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Si Frédéric est d'accord, bien entendu, on propose à Émilie Cariou de commencer. Oui, je pense que ce qui serait bien peut-être pour Émile Cariou, c'est qu'elle sache à qui elle a affaire aussi, parce que c'est pas si évident que ça aussi pour un élu de la République aussi de parler devant tous ces gens-là et peut-être un directeur dit aujourd'hui d'établissements privés. Et j'ai beaucoup aimé aussi enfin, la réflexion d'Arnaud la dernière fois en disant voilà, il y a du public et du privé non lucratif. On a besoin de tous ces gens-là pour travailler tous ensemble. Et je pense que le point d'orgue, il est là. Donc, Émilie, pour vous donner un peu mon parcours, j'ai fait ma médecine à Bruxelles et j'ai dirigé des établissements privés à but lucratif et à but non lucratif, donc du PSPH aussi, enfin de l'ESPIC. Et j'ai eu la chance d'ouvrir un hôpital avec la première dame de Côte d'Ivoire à Abidjan. Voilà, donc ça donne un peu le périmètre pour vous. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que la crise sanitaire nous oblige, à mon avis, de changer de paradigme, de regard sur la prise en charge, pas simplement de nos patients, puisque déjà, on change de regard et tous les médecins qui travaillent dans nos établissements de France changent déjà leur pratique professionnelle de par l'activité chirurgicale qui change elle-même. Avant qu'on a commencé, il y a 30 ans, on faisait une prothèse de hanche. Thomas n'était même pas encore né à cette époque-là. On faisait une prothèse de hanche, on laissait les patients 15 jours dans un lit. Aujourd'hui, ils rentrent le matin, ils sortent le soir. Donc, on a dû s'adapter, on doit s'adapter tout le temps. Maintenant, va falloir s'adapter aussi sur le plan purement financier, sur le plan organisationnel, managérial, un management bienveillant, un management qui permette à tous de trouver sa vocation. Et dernière chose, je pense. Coupez vos micros, s'il vous plaît. On n'est pas 500, donc ce serait quand même un con d'être embêté. Et dernière chose, pour pas t'embêter plus longtemps, Arnaud, mais moi qui me tient à cœur aussi aujourd'hui, et plus j'avance, et ce collectif me fait aussi beaucoup réfléchir, et je remercie vraiment tous ces gens qui sont autour de ce collectif qui permettent de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la réflexion pour le bien commun, pour l'humanité, pour un regard humaniste sur nos fonctions à tous. Et bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, nos jeunes médecins ou nos jeunes infirmières, nos jeunes soignants, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est travailler du lundi au vendredi, d'avoir cette vision aussi d'un moment où, oui, on s'est engagé dans la santé,
mais on a aussi besoin de garder des moments de calme pour nos familles, pour nos loisirs. Et voilà. Et ça rentre tout ça dans un cadre pour moi en tout cas, extrêmement compliqué parce que les gens n'attendent pas de tomber malade le lundi et d'arrêter d'être malade le vendredi soir. Donc tout ça, c'est compliqué. Et d'un autre côté, ce paradigme-là, il change. Voilà, si j'ai pu planter voilà, un petit cadre de réflexion de cette semaine, mon cher Arnaud. En sachant que, Frédéric, on n'en est qu'à la moitié. Donc, Ah, mamma mia. on va vous nommer responsable des points d'étape. On va laisser la parole à Émilie. Et tout de suite, Émilie, je voudrais que vous notiez quelque chose sur votre anti-sèche si vous avez un petit truc sous les yeux. Je veux qu'on parle de financement. Parce qu'on a eu des conversations passionnantes tous les deux sur la fiscalité en France, qui est votre grande expertise. Ça, c'est votre métier premier. Je crois que malheureusement, vous allez reprendre un peu ça, hein, c'est ça? Enfin, ça, c'est votre vie perso, on n'en parle pas. Mais vous êtes une experte en fiscalité. Fiscalité, financement de la santé, il faut juste tracer la diagonale et tout est lié. Vous me l'avez expliqué depuis 2 ans avec beaucoup de pédagogie et d'efforts. Il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais là-dessus, je vous laisse vous présenter et je vous laisse parler. Thomas, je dois m'absenter 2 minutes en gardant le son, mais tu prends le relais. Hein. Vous faites ça tous très bien, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, je pense que Émilie, Madame Cariou, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et à donner aujourd'hui. Donc, nous sommes toutes oui. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Émilie Cariou, députée de la Meuse, et je suis membre de la Commission des finances. Alors, j'ai été vice-présidente de la Commission des finances et ensuite j'ai été responsable de la majorité à la Commission des finances. J'ai été élue sous l'étiquette LREM. Je faisais partie, on va dire, de la branche gauche d'En Marche, hein, l'aile sociale, on va dire. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je suis partie du groupe parlementaire, du parti En Marche, et donc avec plusieurs élus, on va dire, de tendance sociale et écologiste. On a fondé le groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité. Et on a fondé aussi un parti qui s'appelle les Nouveaux Démocrates. Ça, c'est pour vous situer un peu politiquement. Donc, on est parti donc, avec un certain nombre de parlementaires en raison d'un certain nombre de désaccords, des désaccords en partie sur les sujets sociaux, c'est-à-dire le fameux virage à gauche qui n'a jamais été réalisé au cours de ce quinquennat. Et puis, il y a eu aussi de graves désaccords sur les sujets de liberté publique avant Covid, pendant la crise du Covid. Je ne citerai pas la loi anti-casseurs, la loi sécurité globale et un certain nombre de droits qui se sont un peu détériorés au fil des lois d'urgence. Donc moi, je ne suis pas du tout une experte du financement du système de santé en tant que tel. En revanche, je suis une experte du sujet des ressources fiscales de l'État et des affectations budgétaires de l'État. Or, bien évidemment, vous tous professionnels de santé, vous êtes finalement pris dans des discussions qui dépassent le système de santé, qui sont, qui sont issues d'une vague de pensée néolibérale qui a explosé dans les années 2000 dans notre pays, mais qui avait explosé bien avant dans les pays anglo-saxons. Et donc, dans les années 2000, là, il n'y a plus de, si vous voulez, il n'y a plus de discussion sur la vision néolibérale de la manière dont on doit gérer un État et les politiques publiques dans notre pays, en France. Et je dirais que la T2A et tout ce qui a découlé par ailleurs, c'est la résultante de cela. Et cette vision néolibérale fait que finalement, on va estimer l'utilité de nos politiques publiques, de nos choix de politique publique en fonction de leur efficacité économique et budgétaire. Et ce qui fait qu'on va sans cesse restreindre les dépenses là où on se dit qu'elles ne servent à rien. Alors là, je vais vous dire, on a un exemple tout fait sur les sujets de dépenses militaires. Par exemple, bon, là, on a une crise en Ukraine. Depuis le début de ce quinquennat, on a un peu remis de l'argent sur le sujet de la défense parce que dans les années 2000,
de 2002 à 2017 quasiment, on n'a fait que restreindre le budget de la défense et on se disait de toute façon, voilà, on est dans un univers voilà, on gagne la paix, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait ces choix-là, en fait, on se met en fragilité. Là, on est en fragilité sur les sujets de défense. Je veux dire, à tel point que nos militaires qu'on envoyait partout au Mali, etc., il y avait certains équipements. Moi, j'ai des militaires de ma circonscription qui partent au Mali régulièrement. Il y avait certains équipements, ils se les achetaient eux-mêmes, des équipements de sûreté, de sécurité. Donc, vous voyez les choix que ça nous mène à faire. Et ça, en matière de santé, ça mène à faire des choix d'actes médicaux en fonction de leur rationalité budgétaire ou financière. C'est-à-dire, est-ce qu'on va soigner quelqu'un qui est dans telle ou telle situation? Et dans les pays anglo-saxons, ils sont allés très très loin là-dedans avec une classification des actes qui fait que finalement, à partir d'un certain âge, est-ce qu'il est utile de faire telle ou telle prothèse ou tel soin, etc. On n'y est pas encore en France parce qu'on ne dit pas clairement ces choses-là. Mais en fait, de fait, le fait qu'on ait sans cesse serré les budgets de la santé a obligé les professionnels de santé à faire des choix en permanence, et notamment dans le système hospitalier. Et donc, là, on s'est rendu compte avec la crise du Covid qu'on était en fragilité sur toute une série de domaines. Alors déjà, en matière de production industrielle, et notamment production industrielle des équipements de santé, et aussi de tout ce qui était industrie pharmaceutique. Alors ça, je vais vous dire, c'est lié aussi à des phénomènes de délocalisation de l'activité industrielle parce qu'il est bien plus intéressant d'aller produire dans des pays à bas coûts sociaux et à bas coûts fiscaux, avec une optimisation fiscale et sociale qui font levier et qui font que finalement, on a laissé nos très grandes entreprises, parce qu'il y a une différence entre les PME et les grandes entreprises, délocalisées, et on l'a fait sans stratégie, notamment sur les sujets pharmaceutiques. Moi, je me souviens très bien quand je travaillais à la direction de la législation fiscale à Bercy, où je me rendais compte que Sanofi, finalement, ne brevetait plus grand-chose. En fait, ils avaient beaucoup de sous-concessions de brevets parce qu'en fait, ils faisaient faire de la recherche fondamentale en externalisant dans des laboratoires. Et donc, à force d'externaliser, de délocaliser, mais là aussi, on s'est mis en fragilité. Sur les politiques de santé, bon, je ne vais pas revenir sur l'historique de la T2A, etc., parce que vous en avez abondamment parlé. Et je sais que le collectif fait beaucoup pour essayer de contextualiser justement l'état du système de santé français. Donc, je ne vais pas revenir sur les choix qui ont été faits en termes de numerus clausus, en termes finalement d'absence aussi de politique salariale dynamique aussi pour les professionnels de santé. Et en fait, toutes ces décisions avec la T2A hein, qui a été au cœur qui a poussé très loin finalement l'hôpital dans un certain nombre de choix, dans une rationalité purement budgétaire, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un système de santé avec quand même des gens qui sont très bien formés, mais malgré tout, un système de santé fragilisé parce qu'un certain nombre de personnes préfèrent aller voir ailleurs et aller travailler ailleurs. Donc, on se retrouve, enfin, moi je vous le dis, dans ma circonscription, je le vois très bien, avec un hôpital qui est sans cesse mis en concurrence avec un système luxembourgeois qui est juste de l'autre côté de la frontière, hein, et qui du coup est en train de faire une espèce de siphonnage des professionnels de santé parce que les conditions tarifaires sont meilleures, les conditions de travail sont meilleures, etc. etc. Et donc, le fait d'avoir sans cesse des rationalités budgétaires pour faire nos choix de politique publique nous mène à faire des choix qui, à un moment donné, nous mettent en fragilité, comme sur la défense, comme sur l'économie, sur l'industrie et là, sur la santé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint le summum de cette rationalité-là. Et on avait l'impression, finalement, au début de la crise du Covid, que le président de la République avait pris conscience de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez des discours au moment du premier confinement, où là, il dit oui, les professionnels de santé sont hyper importants. On se rend compte que finalement, c'est là qu'on a des gens importants et qu'il va falloir renforcer, en tous les cas, mettre les moyens vers des professions qui sont absolument vitales pour notre pays. Mais au final, bon, à la suite de ça a été engagé le Ségur. Je sais que vous êtes le collectif, il s'est fondé parce que le Ségur, il n'était pas à la hauteur. Et effectivement, il n'était pas à la hauteur. Alors nous, c'est vrai qu'avec notre collectif de députés d'écologie, démocratie, solidarité, on avait quand même pas mal pris part aux propositions du Ségur. On avait d'ailleurs plusieurs
plusieurs députés qui étaient issus des métiers médicaux, qui avaient un certain nombre de propositions. Et donc, on avait renforcé les propositions, et notamment le fait que dès le début, et ça, vous l'avez souligné dès le début aussi dans votre collectif, le Ségur n'englobait pas toutes les professions de santé, ce qui ne permettait pas d'avoir une réflexion vraiment globale sur le système de santé, tant finalement, le système hospitalier, finalement, tout ça, ça imbrique dans un système de santé avec la santé de ville, avec les EHPAD, avec tous les personnels médico-sociaux, et qu'on ne peut pas réfléchir uniquement un petit bout de la chaîne, sachant qu'à chaque fois qu'on fait ça, on crée des distorsions. Vous le savez mieux que moi, hein, les décisions qui ont été prises ont créé par exemple des distorsions entre les EHPAD privés et les EHPAD publics. Alors tout à coup, on a eu des départs d'une structure de l'une vers l'autre. Et donc, le gouvernement, c'est vrai qu'il a amorcé quelque chose au moment du Ségur de la santé. Alors, cela étant, ça faisait quand même plusieurs années que nous, on alertait sur les budgets, et notamment de l'ONDAM, hein, qui fixe le volet de dépenses alloué à la santé. Mais on a pris du retard, en fait. On a pris du retard là-dessus, tout comme on a pris du retard sur la levée du numerus clausus. Et tout ça, bien évidemment, tous les élus que nous sommes, alors quels que soient les partis, alertent depuis des années là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on alerte? Parce que nous, on le voit bien dans nos circonscriptions, on est sans cesse sollicité par les maisons de santé, par les hôpitaux, parce qu'on est en manque de personnel de santé partout, en fait. Médecine privée, médecine publique. Moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, dans les maisons de santé, on a absolument toutes les nationalités de la Terre. C'est-à-dire qu'on fait appel à des médecins et des professionnels de santé qui viennent de pays extérieurs à l'Union européenne, aussi pour venir renforcer, y compris dans les maisons de santé en santé de ville. À l'hôpital, alors là, bon, bah, c'est monnaie courante. Avec derrière tout ça, en plus des gens qui ne sont pas très bien traités, dont on ne reconnaît pas les diplômes. Là, il y a eu un nouveau décret qui est sorti, ça crée encore plus de zizanie. Donc, si vous voulez, les alertes, en fait, le ministère les a depuis des années. Moi, j'ai alerté à tous les niveaux aussi de mon côté, que ce soit Buzyn, Véran, bien évidemment le président de la République au moment du Covid, parce qu'à un moment donné aussi, on a alerté en disant faites attention, parce qu'à force de maltraiter les professionnels de santé, déjà qu'il y en a beaucoup qui partent, ils vont partir encore plus en masse. Donc on est en plus dans un truc, c'est-à-dire qu'en faisant des économies budgétaires à tout va, on est en train de former des gens qui, au bout de 5 ans, s'en vont de ces métiers-là. Donc là, il y a une absence aussi de rationalité budgétaire là-dedans. C'est-à-dire que si on ne fait rien pour fidéliser les professionnels de santé, non seulement ça fragilise la santé de nos concitoyens, mais en plus, ça pousse les gens vers la sortie. Et donc, ça veut dire qu'on a formé des gens pour rien. Donc, cette réflexion globale, en fait, le problème, c'est que le gouvernement, à chaque fois, il a voulu aller très vite sur le Ségur, etc. Alors, c'est vrai que ça faisait des années qu'on réclamait des moyens, que l'ONDAM est serré. L'ONDAM, on peut très bien lui allouer des financements plus importants. Pour vous donner un exemple, par rapport aux aides publiques qu'on a décrochées pendant le Covid, on a alloué à peu près 150 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises privées. Et là, c'est sans prendre en compte les prêts garantis d'État, puisque là, on avait un volet de 300 milliards d'euros de prêts garantis d'État. Donc, quand on veut décrocher des budgets publics, on peut le faire. Le problème, c'est que vous voyez bien que si on regarde un peu les estimations du coût du Ségur entre 7 et 12 milliards d'euros, on va du côté du Ségur 7 à 12 milliards d'euros, 150 milliards pour les entreprises privées. C'est-à-dire que là, on a déversé un flot d'argent, on a fait de la création monétaire, la BCE est intervenue massivement. Donc, les financements, pour revenir au sujet qu'Arnaud Chiche voulait que j'aborde, c'est toujours des sujets de choix budgétaires, en fait. Alors, après, comment est-ce qu'on peut rééquilibrer ça? C'est d'une part d'intervenir dans les lois de finances et les lois de finances de la sécurité sociale, puisque c'est là que tout se joue, année par année, de toutes les manières. Tous les ans, on rediscute d'un budget pour l'État, tous les services de l'État, toutes les politiques publiques, l'enseignement, la justice, etc., etc. Et le PLFSS, où là vont se fixer les dépenses de santé. Mais bien évidemment, tout ça est lié. Hein. PLF, PLFSS, c'est lié, puisqu'à un moment donné, il faut bien allouer de l'argent public. Il y a des sujets aussi de taxes affectées, parce qu'il y a une partie de la dette de la sécurité sociale qui a été mise dans la CADES et qui est remboursée aujourd'hui par des taxes. Des taxes affectées, CSG, CRDS. Et là aussi, une partie de la dette Covid a été remise dans la CADES. Émilie, c'est interdit ça. Enfin, ça, ce qui a été fait, c'est un peu un jeu de… Ça, c'était pas très normal qu'on fasse ça. Ce qui a été remis dans la CADES. Ça, c'était pas normal et ça s'est fait
Donc, du coup, ils ont fait adopter une loi spéciale pour ça. Et parce voilà, c'était ce que je voulais vous faire. Voilà. Dans la CADES, il y a eu des tranches de dette de sécurité sociale qui ont été mises au fil du temps. Une première tranche qui devait être remboursée par la CSG, puis d'autres tranches qui devaient être remboursées par la CRDS. Et la CRDS, en fait, donc tout ça, c'est des taxes qui frappent tous les salaires, y compris les très bas revenus, y compris les indemnités journalières de la sécurité sociale, y compris les indemnités chômage. La CSG et la CRDS, ça frappe beaucoup plus de revenus que l'impôt sur le revenu ou que l'impôt sur la société, si vous voulez. Ça frappe vraiment tous les revenus, mais y compris les revenus du capital. Donc ça, à la limite, c'est plutôt bien, mais ça frappe les très bas revenus. Si je peux me permettre, Émilie, si je peux me permettre, donc, vous êtes quand même en train de nous dire que les plus bas revenus de France sont prélevés pour financer une partie de la dette Covid. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Ben ça, je l'ai dénoncé à de nombreuses reprises. Voilà. Parce qu'en plus, on avait un discours gouvernemental qui était… Alors bon, Bruno Le Maire, il fait beaucoup de propagande en tout genre. Hein. Hier, il en a fait une qui était, à mon avis, un peu excessive. Mais depuis l'été 2020, il ne cesse de dire les ménages français ne rembourseront pas la dette Covid, les ménages français ne rembourseront pas la dette Covid. C'est faux, puisque d'ores et déjà, dès l'été 2020, une partie de la dette Covid a été mise dans la CADES, à peu près 100 milliards d'euros. Alors, sachant que cette part de dette de la CADES, elle arrivait à échéance avec tout devait être remboursé et donc la CRDS devait être supprimée. C'est un impôt qui allait être supprimé pour les ménages français. Et donc, ils l'ont prolongé. Le prolonge. En fait, en prolongeant un impôt qui devait disparaître, c'est comme si on créait une nouvelle taxe sur les ménages. Sauf qu'on ne le dit pas. C'est-à-dire que tout ça, bien évidemment, passe dans la CRDS. De toute façon, les gens, comme ils payent la CRDS sur leurs revenus, ils ne font pas attention. Mais de fait, c'est quand même une nouvelle taxe. Et donc, dans cette dette CADES, en plus, il y a eu pas mal de choses. Hein. Parce qu'il y a eu évidemment des dépenses de santé, hein, parce qu'avec le Covid, il y a eu plus de dépenses de santé, mais il y a eu aussi du chômage partiel, il y a eu tout un tas de choses. Tout ça est noyé là-dedans et on n'y voit que du feu. Alors, donc, est-ce qu'on peut faire différemment? Évidemment qu'on peut faire différemment. Quand je vous dis qu'on a balancé 150 milliards d'euros dans l'économie française… Je voudrais juste, Émilie, avant de vous laisser poursuivre là-dessus, je voudrais juste, et je vous laisse poursuivre. Hein. Moi, j'ai un peu évolué, enfin, je crois que dans le collectif, on a tous un peu évolué aussi. Il y a un an et demi, on aurait dit il nous faut 100 milliards, on ne veut rien savoir. En fait, on a quand même compris au fil du temps, en s'interrogeant au sujet santé de près, qu'il n'y avait pas qu'un problème d'argent. Ce n'est pas qu'un problème d'argent quand même. Et c'est vrai qu'il faut rationaliser, c'est vrai qu'il faut réorganiser, restructurer, redimensionner. C'était juste ce petit bémol-là que je voulais, enfin, ce n'est pas un bémol, petit complément d'information. Alors, évidemment qu'il faut changer d'état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup la vision d'un économiste qui s'appelle Éloi Laurent, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Et si la santé guidait le monde », qui est assez bien. On a fait un Zoom avec lui. Alors, on a essayé de le recontacter pour l'auditionner officiellement dans le vrai Ségur de la santé. On n'arrive pas. Je pense qu'il est pas très dispo, mais on a eu la chance de faire un Zoom avant que le vrai Ségur de la santé commence. Et je dois dire que ça m'a, moi, ouvert les yeux sur plein de choses. Je ne savais pas qu'il y avait un petit livre. Je crois qu'on me l'avait dit, mais j'avais oublié. Il est vraiment très bien fait et très pédagogique, même si on n'est pas expert en économie, quoi. Et en gros, il dit il faut arrêter d'avoir l'obsession du PIB, mais il faut que maintenant, l'objectif principal soit la pleine santé. Et les exemples qu'il donne, c'est par exemple les États-Unis, c'est le pays qui dégage le plus gros PIB, mais en revanche, l'espérance de vie, elle est pas terrible. Ils ne sont pas très bien classés. Je crois qu'ils sont 37e. En espérance de vie, et l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est pas très bonne. En France, l'espérance de vie en bonne santé, elle a baissé aussi, même si on est assez bon sur l'espérance de vie. Et donc, il démontre que, bien évidemment, il faut réorienter les politiques publiques, il faut aller beaucoup plus fort sur les sujets de prévention de toutes les maladies chroniques, etc. Mais ça, c'est votre domaine, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tout ça pour dire que, bien évidemment, ce n'est pas juste de l'argent. Il ne faut pas donner de l'argent, il faut réfléchir à la manière dont on va réorganiser notre société aussi pour faire en sorte de faire baisser les dépenses de santé aussi d'une autre manière, hein, qui n'est pas uniquement de se retrouver à traiter des gens malades, quoi. Émilie, il y a des… Et puis, on ne vous oublie pas, Frédéric, hein, on ne vous oublie pas. Hein. On revient vers vous tout de suite. Hein. Émilie, juste une petite remarque. Quand vous dites il faut faire les choses autrement, on a fait une audition la semaine dernière qui était assez passionnante avec 2 syndicalistes, Jérôme Marty, qui est très impliqué, et Jean-François Sibien. Et les deux, ils disent globalement la même chose. Ils disent
il faut enfermer 30 experts ou 40 experts, tout profil, dans une maison pendant 1 mois et demi, et ils n'en sortiront que quand la nouvelle partition du nouveau système de santé sera écrite. Est-ce que vous pensez il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira? Parce que la tâche, elle est tellement ample et tellement importante que des petites retouches, même avec de la bonne volonté, on a le sentiment que ça ne marchera pas comme ça. On peut pas. Il faut faire une sorte de reset quand même. Ouais, mais alors le problème, c'est que dans notre Demain, pays, vous êtes président de la République, Émilie Cariou, j'aime bien faire ça. Demain, vous êtes président de la République et vous voulez révolutionner le système de santé et vous êtes très à l'écoute du collectif Santé en danger. Comment on s'y prend? En fait, je pense que dans notre pays, le problème, c'est qu'on essaie toujours de réformer depuis le haut, c'est-à-dire les élus, les hauts fonctionnaires dans les ministères, etc., au lieu de s'alimenter de l'expérience du terrain et de l'intelligence collective des structures. Et ça vaut pour la santé, mais ça vaut pour tous les autres. Je vais vous dire, il n'y a pas que la santé qui est désorganisée, la police, elle est désorganisée, la justice, elle est exsangue. Et en fait, quand on écoute les professionnels, ce que nous on fait, et notamment avec les nouveaux démocrates, on est très en lien avec tout un tas de collectifs, dans tout un tas de professions. En fait, eux, ils ont les solutions, mais il faut juste les écouter. Il faut faire de la co-construction avec vous, avec les gens qui ont une idée de la chose. Et bien évidemment, tout ça doit être consolidé dans une vision globale. Mais on ne peut pas uniquement traiter avec une brochette de hauts fonctionnaires dans un ministère. Moi, si vous voulez, quand j'écris au président de la République en mai 2020, faites attention, les personnels, là, déjà, ils étaient crevés avant la crise du Covid. En plus, là, ils viennent de bosser sans cesse. En plus, là, vous leur sucrez leur congé d'été parce qu'il y a eu des RTT qui ont été sucrés pendant l'été 2020. Ça va mal finir, et qu'un an plus tard, on se retrouve en disant oh là là, il y a des départs, on est obligé de déprogrammer, non pas à cause d'Omicron, mais on est obligé de déprogrammer parce qu'il y a eu des vagues de départs énormes de professionnels, notamment des blocs. Je suis désolée, mais là, il suffisait d'écouter, d'ouvrir les oreilles. Et donc ça, ils ne l'ont pas fait. Et nous l'avons dit à longueur de discours. Alors, j'ai vu que dans le film, il y a une question. Pourquoi les ministères n'écoutent pas? Et parce que tout ça est un entre-soi où tout va bien. Et où, surtout, on fait carrière dans la haute fonction publique en masquant les problèmes. C'est-à-dire que c'est toujours plus intéressant de dire à son directeur « tout va bien, tout est sous contrôle », comme l'histoire des masques, etc., plutôt que de dire « attendez, là, on est en faiblesse, là, il faut renforcer ci, il faut renforcer ça ». Bon, là, sur les EHPAD, ça fait des années. Et d'ailleurs, Caroline Fiat, je ne sais pas si vous allez l'auditionner, elle a été hyper active sur les EHPAD, Caroline Fiat. Bon, on a le bouquin là, qui est sorti sur le scandale d'Orpea. Et maintenant, la Cour des comptes nous dit qu'il faut remettre 1,3 milliard dans les EHPAD. Ça fait des années, en fait, qu'on dit qu'il n'y a pas de financement. Vous avez créé une 5e branche, vous n'avez même pas mis un financement derrière. Bien sûr. Et le fait qu'il y a un sous-effectif dans les hôpitaux français, ça fait des années qu'il y a des tonnes de rapports qui le disent. Non, mais peut-être qu'ils attendent les drames, hein, peut-être qu'ils attendent les morts, mais les morts, ils sont là, quoi. Les morts sont là, Émilie. C'est qu'en plus, on est parti dans un… Non, je voulais juste vous dire un truc. Vous avez dit un truc qui est passé vite, hein, mais vous avez dit, et ça, c'est une sorte de fil rouge à chaque audition, vous avez dit, parce qu'ils font carrière. Il y a un gros problème. Est-ce que tous les sujets sont bons à être traités en politique? Moi, je ne sais pas. Est-ce que la santé, sans plan pluriannuel reconductible automatique, elle peut être organisée par des hauts fonctionnaires? Mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut imaginer des sujets comme ça qui ne relèveraient pas directement de la politique, hein? Moi, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Je suis pas sûr. Après, on peut imaginer une gestion beaucoup plus décentralisée, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que les collectivités locales soient fiables non plus, quoi. Quand on voit, il y a beaucoup de sujets de santé qui relèvent aujourd'hui des départements. Je suis désolée, mais les équipes départementales, selon les départements, si on ne s'en remet qu'aux départements, on va creuser des inégalités dans notre pays. Parce qu'un département comme le mien a beaucoup moins de personnes formées pour réfléchir à d'autres dispositifs qu'un département comme, je ne sais pas, la Gironde ou le Rhône. Enfin, vous voyez. Donc, c'est pour ça que décentraliser les décisions de santé, certes, c'est bien, mais il faut quand même à un moment donné que l'État donne une impulsion pour que tout le monde monte en niveau. Alors Émilie, il y a Frédéric. Attends. Pardon, Thomas, excuse-moi. Vas-y. Madame Cariou, est-ce que tous les départements ne sont pas capables d'avoir la même puissance financière ou intellectuelle pour organiser les soins au niveau territorial? Néanmoins, on peut imaginer qu'il y a sur des territoires des expériences qui se font, qui doivent être valorisées et qui peuvent être reproduites sur les autres territoires. Tout à fait. Avec
des ajustements à la marge spécifiques à la géographie, au bassin de population, etc. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Et alors, du coup, là, pour le coup, on a sûrement trop de rigidité pour pouvoir faire ça. Moi, je vais vous dire, il y a un truc qui me met hors de moi en ce moment, c'est la politique du handicap. Moi, je suis sur un département où les enfants handicapés sont scolarisés en Belgique. Donc, en fait, les gens vont de l'autre côté de la frontière. Et là, du jour au lendemain, d'ailleurs, on veut leur couper le financement du déplacement en Belgique et tout. Donc, les gens sont dans un état. Mais Des pourquoi est-ce qu'ils fauteuils. font ça? Parce que, Et des fauteuils, Émilie. comment? On est très engagés sur les fauteuils, nous. Il va falloir nous Ah oui. aider. On ramène tous les fauteuils à Paris le 26 mars. Ouais, et la politique de handicap, alors déjà sur les enfants, enfin moi je suis désolée, mais dans les IME aujourd'hui, moi ce que me disent les parents qui scolarisent leurs enfants à l'extérieur de la France, c'est que dans les IME, ils ne trouvent pas le niveau d'assistance à leurs enfants de bonne qualité, et les classes Ulysse non plus. Donc tout ça, là encore, on a serré les budgets, c'est-à-dire qu'en fait, ils font à l'économie sur la politique de handicap, contrairement à ce que dit Sophie Cluzel, hein. Parce que je veux dire, sa politique d'inclusion, on a l'impression surtout que ça a été une manière de baisser les budgets du handicap. Là, aujourd'hui, je suis désolée, mais la manière dont on traite les enfants handicapés, mais aussi les adultes handicapés, c'est un vrai scandale en France. Oui, merci. Émilie, on va demander un peu quand même l'avis de Frédéric sur tout ça, parce que le temps passe et on pourrait vous écouter pendant des heures, mais ce serait… Et Dieu sait qu'on est galant, mais là, du coup, on devient plus très galant pour Frédéric. Bon, Frédéric, vous avez vu au niveau de l'État, on est prêt à tout assouplir, à tout organiser, à tout déléguer au territoire. Est-ce que un établissement comme le vôtre ou tous ceux que vous représentez à travers votre expérience, comment on accueille cette nouvelle réforme? On est parti pour de la souplesse, pour de la territorialisation, pour de l'autonomie en lien avec probablement les départements, comme le disait Thomas. Est-ce qu'on est prêt au niveau des établissements pour fonctionner comme ça? Je laisserai la parole à Émilie parce que vraiment c'est passionnant d'avoir cette analyse politique et politique à haut niveau et qui, j'ai l'impression, Madame Cariou, vous la vivez tous les jours j'allais dire dans votre région, mais aussi quasiment de plein fouet dans votre cœur et dans votre âme, quoi. Ça devient compliqué. Moi, j'ai une petite question à vous poser en tant qu'économiste, parce que vous avez vécu, comme moi, certainement, l'instauration des ARH, où il y avait les DAS, les DRAS et les ARH. Et puis après, on a voulu faire cette mégalopole qui s'appelle l'ARS, où on s'était dit d'emblée, grâce à l'ARS, on va avoir une politique de santé uniforme avec une gestion des territoires uniforme, avec l'accessibilité aussi aux soins des patients de façon uniforme, qu'on se fasse traiter à Marseille, à Lille, à Rennes ou à Strasbourg, ça sera la même chose. Et on se rend compte aujourd'hui que nos ARS, même si elles ont mis des directions territoriales ou des directions départementales au creux des territoires, sont totalement désincarnées dans le sens étymologique du terme, désincarnées de la réalité de ce que l'on vit. Quand nous avons des réunions comme nous, on a eu ici en PACA avec Thomas, et Thomas moi je m'en suis tiré les cheveux, et donc vous avez vu le résultat. Mais oui, hein, Thomas, toi, tout va bien pour toi. Mais quand on a eu des réunions 2 fois par semaine en niveau 5, en plan blanc numéro 5, et on disait, voilà, on a tel et tel souci, des problèmes de personnel, d'engagement, parce qu'on est tous mais extrêmement épuisés. Je viens de Mulhouse, hein, Madame Cariou, donc j'ai vécu la première vague à l'hôpital de Mulhouse. On est épuisé et on pose les problèmes et on dit très bien, on va passer à autre. Alors tel autre hôpital, pas de solution, même pas. C'est même pas qu'on demande à l'ARS Providence, mais au moins une démarche collective, d'intelligence collective. J'aime beaucoup ce terme-là parce que pour moi, elle me parle vraiment. D'intelligence collective de la santé, en disant allez, on est tous ensemble et on doit changer notre regard sur la santé, notre paradigme sur la santé, et peut-être que demain, dans nos territoires reculés, le vôtre, le mien, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'un hôpital et d'une clinique? J'en sais rien. Est-ce que l'hôpital et la clinique ne doivent pas devenir qu'une seule entité dans laquelle il fait bon vivre et où on prend
en charge nos patients de façon correcte et de façon humaine, humaniste dans nos établissements pour que tout le monde soit heureux, nos personnels soignants, nos médecins et nos patients. Zut, on est là pour eux. On est là pour eux. Voilà, moi, c'est la question, vous, avec votre regard d'économiste, qu'est-ce que vous en pensez de ce souci ARS, enfin, pas forcément ARS, mais DAS, enfin, pas DAS, DOS, DGOS, enfin, qui nous, l'ONDAM, enfin, je veux dire, on est dans du grand n'importe quoi. Il n'y a rien d'uniforme. Alors, c'est vrai que les ARS, elles ont été vraiment très critiquées dans la gestion de la crise, parce que c'est là qu'en fait, on s'est rendu compte que elles étaient un peu déconnectées. Et moi, je me souviens qu'au moment de la première vague, quand vous dites vous étiez à Mulhouse, où là, c'était vraiment la cata, on avait quand même l'ARS Grand Est qui continuait à vouloir fermer des lits, etc. etc. Et d'ailleurs, ils ont continué à fermer des lits. Et donc, on se dit, mais c'est quoi ce délire? Alors, c'est très étrange. Hein. Alors, moi, je pense qu'on a besoin de structures quand même d'État qui contrôlent que, encore une fois, on ne creuse pas des inégalités dans notre territoire. Donc, ils soient là pour vérifier les objectifs de santé à atteindre. Et pour moi, les objectifs de santé, ils ne doivent pas être en régression. Dans une société civilisée et 5e ou 6e économie mondiale, ils doivent être plutôt en progression. Donc, on doit toujours se fixer des objectifs d'amélioration de la santé de nos concitoyens et pas de régression sur la santé. Moi, quand je dis la mortalité infantile, apparemment, les stats, elles ne sont pas très bonnes de ces dernières années. Et donc, ça, c'est un signe de régression. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire d'un truc comme ça. Excusez-moi, et pourtant, on a créé l'HAS, enfin l'ANAS au départ, l'HAS, donc on a créé des... Alors effectivement, au départ, c'était totalement en silo, et cette démarche qualité de certification maintenant est plus avec le patient traceur, donc ça devient intelligent. Mais c'est ça il faudrait peut-être non pas avoir que des fonctionnaires qui nous donnent des objectifs, mais aussi des gens qui sont là pour tenir la main en disant on a ça sur le terrain et comment on adapte justement nos finances dans nos établissements pour qu'on adapte justement les besoins de la population. La population du Sud d'un territoire agricole n'est peut-être pas la même que celle sur Paris ou dans le 16e. Je veux dire, il y a un C'est pour ça que les objectifs, le problème des ARS, moi, l'impression que j'en ai, c'est que finalement, leur seul objectif aujourd'hui, c'est la réduction des coûts. Et ça, c'est plus acceptable, et notamment depuis cette crise sanitaire qui nous montre à quel point notre système il peut être mis en fragilité. Mais donc, ça ne peut pas être, l'objectif de l'ARS ne doit pas être la destruction et sans cesse de restreindre l'offre pour réduire des coûts en spécialisation au maximum. Sauf si on leur donne beaucoup de Minerve. Réduction des coûts, Minerve. Excusez-moi, c'était là. Excusez-moi. J'ai essayé de la placer depuis tout à l'heure, mais je n'y arrivais pas. Enfin, en tous les cas, tu m'as fait perdre mon fil. Mais oui, voilà, parce que là, on atteint. Enfin, moi, je vous dis, par exemple, dans mon département, j'ai un service de réa pour tout le département. Il est à l'hôpital de Verdun, j'ai de la chance, il est dans ma circo. Mais c'est la sous-préfecture, la préfecture n'a plus de lits de réa. On a 7 lits de réa. Moi, j'entends Véran qui dit oui, il faut tous avoir des passes et des machins parce que les réa vont saturer. Mais je veux bien, au bout d'un an et demi de crise Covid, on n'a pas un lit de plus. Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable d'avoir que 7 lits de réa pour un département en pleine pandémie? Même avec la vaccination, moi, Delfrécy, je suis membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, on auditionne très régulièrement le professeur Delfrécy, qui préside le conseil scientifique. Lui, il nous a toujours dit, malgré la vaccination, on va avoir des cas qui aboutiront en réa. Donc, il faut renforcer nos services de réa, soins intensifs, tout ce qui va avec, quoi. Donc, ce n'est pas raisonnable d'avoir uniquement l'objectif du coût. Après, évidemment, on peut mieux coordonner. Si on a comme objectif d'améliorer la santé, cet objectif dit de pleine santé et de vieillissement en meilleure santé, à ce moment-là, il faut articuler nos politiques de santé de ville et santé hospitalière. Et là-dedans, je mets le public, le privé, tout le monde. Hein. J'ai un petit bémol sur le privé coté, parce que très honnêtement, quand je vois ce que le modèle économique d'Orpea, par exemple, sur les EHPAD, alors en plus, chez moi, ils sont en train de racheter via Clinéa des pans d'hôpital public, ce qui est quand même assez inquiétant, parce que le problème, c'est que non seulement ils sont cotés,
mais ils fonctionnent par voie de surendettement. C'est-à-dire qu'ils achètent des cibles en s'endettant. Donc, il faut qu'ils remboursent cette dette permanente et en plus qu'ils versent du dividende. Et donc, le passif d'Orpea est très, très lourd, quoi. Donc, moi, je pense, si j'étais à l'ARS, je donnerais des autorisations de rachat de ce type uniquement à des boîtes qui sont saines économiquement et qui ne sont pas dans une logique de surendettement permanent. Parce que le surendettement, c'est comme ce qu'on appelle des opérations de LBO dans l'économie hors santé. C'est-à-dire, j'achète une cible en endettant la cible que je suis en train de racheter et je lui fais payer son rachat elle-même. Donc, en gros, il faut cracher de la rentabilité pour payer du dividende et pour payer le remboursement du prêt. Mais Émilie, alors je vais être très provoque. Moi, ça ne me dérange pas qu'Orpea rachète des hôpitaux. Par contre, s'ils rachètent des hôpitaux, ils doivent signer la charte du collectif Santé en danger. Voilà le salaire des infirmières, voilà les ratios, voilà l'éthique d'un établissement de santé privé-public. Si tu t'engages à ça, je m'en fous de savoir d'où vient l'argent. Mais tu t'engages à ça. Est-ce que ça… Oui, pourquoi avec la structure de leur capital, alors déjà, si théoriquement ils sont censés remplir un certain nombre d'obligations éthiques, non seulement éthiques, mais évidemment au niveau de la qualité des soins médicaux, etc., de tous les actes, etc. Et selon ce qu'ils rachètent, c'est plus ou moins ouvert, et notamment ouvert à tous les publics. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la structure du capital d'Orpea ne leur permet pas de remplir ces objectifs, et notamment en termes de nombre de personnels soignants ou de niveau de salaire. D'ailleurs, dans le public, au niveau des EHPAD, le nombre de personnels soignants par personne accueillie est moindre dans le privé que dans le public aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, je suis très bien, je rebondis là-dessus parce qu'il ne faudrait pas qu'Orpea ce soit un trompe-l'œil. Parce que le problème, il est partout dans les EHPAD. Oui, le problème, il est partout. Et dans des EHPAD publics, il y a parfois la nuit deux personnels paramédicaux pour 90 malades. Dans le public, dans les EHPAD publics, on ne fait pas la toilette le week-end à tous les résidents. Donc, il y a un vrai sujet Orpea et approche privée, mais dans le public, ce n'est pas du tout au top. Donc, il y a un problème global. Et Émilie, juste, on revient un peu en arrière sur les ARS. J'ai cru que vous alliez dire ça. J'ai cru que vous alliez dire ça. Vous avez dit que les ARS sont orientés vers la réduction des coûts. J'ai cru que vous alliez dire ne sont orientés que par le fait de diffuser des messages descendants de l'État. Et j'ai cru que vous alliez donc enchaîner sur le fait de dire déjà, comme disait Frédéric, il faut qu'elles réincarnent le soin de territoire. Moi, je pense qu'il faut aussi, pareil, changer la carte mère des ARS et de mettre des soignants de terrain qui co-gouvernent les ARS, non, vous ne croyez pas? Avec la branche prévention, branche alimentation, la branche climat, la branche écosystème, non? En fait, moi, je ne sais pas, mais vous savez que là, dernièrement, on a adopté un certain nombre de dispositifs pour créer des projets territoriaux de santé qui sont censés permettre de décliner le projet régional de santé au niveau du territoire départemental. Et donc, ça permet de mettre en place un plan d'action sur une période de 5 ans, etc., etc. Donc ça, je ne sais pas si ça va marcher. Stéphanie Rist, elle a travaillé sur ce dossier-là. Enfin, je sais que vous êtes en contact avec elle. Mais en tous les cas, si on veut que ça marche, il va vraiment falloir associer les professionnels de santé qui, eux, voient les besoins au fil de l'eau. Et donc, mais ça vaut, je dirais, dans toutes les politiques publiques, il va falloir mettre beaucoup plus d'échanges. Mais hélas, je suis un peu pessimiste là-dessus parce que je ne trouve pas qu'aujourd'hui, on a des signaux qui nous permettent de penser qu'on va avoir une gestion beaucoup plus démocratique au sens très large, c'est-à-dire de mobiliser cette intelligence collective qui vient des professionnels des territoires, des usagers. Je n'ai pas l'impression que l'État soit en train de se réformer de cette manière-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur mon sujet des enfants handicapés, il a fallu que les élus tous harcèlent la directrice de l'ARS au niveau de la région, Grand Est, pour qu'enfin, elle se rende compte que les parents n'avaient aucune envie de ramener leurs enfants dans l'IME du coin. D'ailleurs, il y en a très peu des IME en Meuse, où là encore, il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper de tout le monde. Donc, en plus, il y a des phénomènes de violence qui se développent. Et donc, il a fallu que ce soit les élus qui tapent. On a dû faire venir la presse, TF1, tout le tralala. Alors qu'un système bien géré, il devrait écouter les usagers, il devrait écouter les professionnels de santé, il devrait écouter les parents d'élèves.
Enfin, c'est quand même incroyable qu'il faille toujours passer par des élus pour faire un foin terrible, alors que tout ça devrait être finalement dans un process un peu organisé. Alors, bon, 3 choses. À titre personnel, en tant que citoyen, moi, je suis heureux que les élus, parfois, soient sollicités comme ça et se mobilisent. Quelque part, Émilie, c'est aussi un peu pour ça qu'on vous a élu. Et moi, je trouve que ça donne vraiment de la force et du corps et une vraie justification de votre existence. Et c'est à la fois pas normal et à la fois, c'est rassurant pour nous. Deuxièmement, il y a quand même des signaux positifs, contrairement à ce que vous dites. Je vous rappelle que le collectif Santé en danger fait le vrai Ségur de la santé, qu'il invite des élus comme vous et que donc, quelque part, on n'est pas très loin du pouvoir. C'est un signal positif. Et enfin, troisièmement, on revient toujours à ça. Moi ça m'effraie parce que le but n'est pas d'aller jusque-là, mais on remet indirectement à chaque audition en question la légitimité politique de l'organisation du soin. Et ça, c'est un vrai problème parce que je ne sais pas, je n'avais pas prévu ça. Je suis quand même un démocrate. Je ne dis pas qu'il faut révolutionner. Je dis pas. Alors, j'avais dit pour rire en août 2020 qu'il fallait faire un coup d'État de la santé. Bah, en fait, j'avais raison. Hein. Parce qu'effectivement, quand on les laisse faire n'importe quoi sur le handicap, n'importe quoi sur l'offre de lit, n'importe quoi sur la permanence des soins, ils font n'importe quoi. Les urgences ferment. Bon, alors, attendez, stop. Il est 13h04. 3 minutes, Émilie et Frédéric, de propositions concrètes pour nos scribes. Parce que nous, on est en mission propositions concrètes. Alors, je dis approche économique différente. Je pourrais résumer ça comme ça. Approche économique différente, puisque quand on veut libérer des capitaux, il y en a. Quand on veut libérer de l'argent, il y en a. Ça, c'est le premier point. Non, il faut cesser juste, Arnaud, il faut vraiment cesser la politique de la prime à la petite semaine comme le gouvernement fait depuis 2 ans, en disant ouais, eux ils râlent pas, je leur file une prime, eux ils râlent. Il faut vraiment une stratégie, y compris d'évolution des carrières pour fidéliser nos professionnels qui sont hyper bien formés en France. Donc il faut qu'on les garde, il faut leur offrir des perspectives de carrière. On a fait des propositions très très fortes qui sont sur le bureau du président depuis septembre de fidélisation avec augmentation de salaire en fonction des développements professionnels, personnels. En fait, il faut supprimer ce qu'on appelle les DU. Vous savez, il y a des diplômes universitaires que les soignants peuvent faire de manière tout à fait libre. Par définition, ce sont des DU non qualifiants, je pense, et qui donc n'ouvrent pas la porte à une qualification spéciale. Tous les DU, il faut les rendre compétents. Donc, ça doit devenir des compétences de formation médicale continue ou formation paramédicale continue qui ouvriront forcément un accès à une augmentation de salaire. Ça, j'en suis absolument persuadé. Donc, vous dites révolution de l'approche économique. Aidez-moi, Émilie et Frédéric. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre ? Statutaire, voilà, vraiment une évolution statutaire pour chacune des professions avec des évolutions. Voilà. Vous avez dit tous les deux approche territoriale, ça, on revient toujours là-dessus, bassin de vie. Thomas Brosset, lui, milite beaucoup. Il trouve que l'échelle idéale, c'est le département. Vous avez dit, mais vous, Émilie, vous dites attention, il faut que les départements aient les moyens. En tout cas. Voilà. Et moi, je vous donne un exemple. À force de râler sur mon bassin de vie franco-luxembourgeois, on a décroché un accord. Et là, je suis quand même un peu contente, parce qu'il y a quand même des trucs positifs. Un accord pour mettre en place des formations pour ce bassin de vie franco-luxembourgeois. Vous voyez, ça, c'est une gestion intelligente. C'est-à-dire que moi, je suis allée voir les ministres en leur disant on ne peut plus réfléchir juste la France d'un côté et le Luxembourg de l'autre. On a le même bassin de vie. Et donc, si on ne forme pas le bon niveau de personnel soignant pour ce bassin de vie, il y en a un qui va phagocyter l'autre. Et donc, ce sera perdant pour la France. Voilà. Donc ça, c'est le projet de territoire. Donc, je veux bien remonter. Tout à l'heure, vous avez parlé du Luxembourg et la fuite des infirmières. Pardon, Frédéric. Mais on sait qu'en partie, c'est les conditions de vie. Ça, c'est ce qui est toujours plébiscité dans le collectif. Mais il y a aussi le salaire. Et j'ai vu passer des salaires d'infirmières au Luxembourg pour que la France se mette à ce niveau-là. Est-ce que, pour vous, vous pensez que c'est le bon tarif, on va dire, le bon salaire, celui du Luxembourg, ou est-ce que c'est du dumping, justement? Et auquel cas, peut-être qu'on peut garder des infirmières en France, mais en étant au moins à moitié du salaire du Luxembourg, ce serait déjà pas mal. Émilie, je vous grille la priorité. Je place juste mon idée entre vous deux. Puis après, Thomas, à mon avis, on doit viser le même salaire qu'au Luxembourg, sauf que l'infirmière française, elle ne démarre pas à 3 000, elle démarre à 2 000, et elle peut viser 3 000 si elle est devenue compétente en santé environnementale, en prévention, en éducation. Voilà comment moi je vois les choses. Excusez-moi, Émilie. Non, c'est plus que ça au Luxembourg. Plus que 3 000 ? Oui. Ah.
Madame Cariou, elle doit le savoir très bien. Non, bah, ouais, enfin, moi, j'avais aussi ce niveau de 3000 pour une infirmière débutante. Enfin, à vrai dire, débutantes, elles partent, généralement, elles ont déjà 3-4 ans d'expérience, nos infirmières. Donc, en plus, elles sont au top. Enfin, elles ont déjà commencé à travailler. Alors, je vous donne aussi, vous dire, moi, ce sujet du départ vers le Luxembourg, j'ai alerté dès le début de mon mandat, etc. C'est un truc qui était complètement nié par les autorités de santé. Et puis, au bout d'un moment, quand même, le préfet de mon département a réussi à obtenir une étude de l'ARS là-dessus, qui donnait des chiffres quand même assez édifiants et qu'ils n'ont jamais finalement voulu nous fournir noir sur blanc parce que c'est un sujet complètement tabou, il ne faut surtout pas en parler. Bon, enfin, en tous les cas, là, on va avoir une formation. C'est vrai que le niveau de salaire, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait atteindre ce niveau de salaire. Le Luxembourg, il pratique le dumping sur un certain nombre de sujets. C'est facile pour un paradis fiscal qui détourne les recettes fiscales de l'Europe entière. Et là, je peux vous en parler encore pendant des heures. Ça fait 20 ans que je bosse sur l'optimisation fiscale internationale et qui leur permet du coup d'attirer toute l'activité financière sur une ville grande comme Bordeaux, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, le Luxembourg pose un problème en Europe tout court. Émilie, après, ça lui permet de payer ses infirmières. Émilie, juste pour tout le monde, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer le dumping? Donc, en fait, si vous voulez… Une autre, alors là, il va falloir faire une autre… Non, mais en une phrase. Non, mais en une phrase, en gros, on perd beaucoup de recettes fiscales à cause de l'optimisation de masse qui est pratiquée notamment par les multinationales, parce que c'est elles qui peuvent délocaliser des profits dans d'autres pays de France. Donc ça, il y a des moyens de récupérer de l'argent. Moi, j'ai déposé une proposition de loi là, en fin de quinquennat qui synthétise tout un tas de travaux et d'amendements que j'avais pu déposer tout au long des lois de finances, qui permettrait de récupérer entre 15 et 20 milliards d'euros par an de recettes fiscales. Bon, il y a un autre sujet. Par exemple, là, l'année dernière, Bruno Le Maire, il a décidé de baisser un des impôts locaux qui va aux régions. On perd 10 milliards d'euros, c'est la CVAE. On perd 10 milliards d'euros depuis 2 ans à cause de cette décision-là. Ça allait aux régions et aux intercommunalités qui financent une partie, notamment des investissements de santé, etc. Donc, il faut arrêter aussi d'affaiblir nos recettes fiscales. Bruno Le Maire, il organise la guerre mondiale et puis en plus, il empêche qu'on finance la santé. Ça commence à devenir lourd. Hein. C'est un peu lourd. Bon, ok. Frédéric, vous avez des propositions pour nos scribes, hein. Et puis après, on passe aux questions, les jeunes. Non, mais je suis très en phase avec Madame Cariou, c'est vrai aussi. Et je pense aussi que vous avez parlé, Madame Cariou, du PRS, du projet régional de santé. Moi, je pense que je suis pas contre le privé lucratif, bien au contraire. Je suis pas contre le public, bien au contraire non plus. Je milite surtout sur une uniformisation de la santé, qu'elle soit. Je ne vois pas pourquoi, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, je ne vois pas pourquoi dans une région ou une petite région ou un petit territoire où on a, par exemple, une petite clinique et un petit hôpital qui se tire dans les pattes. Je trouve que c'est une incohérence et budgétaire, et managériale, et technique insupportable. Et c'est une gabegie financière. Pour moi, c'est une gabegie financière. Et donc, qu'il y ait des fonds qataris ou il y ait des fonds de fonds de pension qui viennent alimenter la santé en France, pourquoi pas? C'est que le pourvoyeur de fonds est bon. Hein, l'État est bon à payer, donc il n'y a pas de problème. Mais derrière, s'il y a une qualité, là, je suis d'accord. S'il n'y a pas de qualité et qu'il y a une déperdition justement de la qualité par le départ de nos professionnels sur d'autres pays, là, ça commence à me poser problème. Hein. Voilà. Donc, dans les scribes, pour les scribes, notez bien, ce que j'appelle les scribes, c'est nos collègues qui notent. Hein, notez bien obligation de qualité. Ça paraît bateau, hein. Mais en fait, la HS qui vient vérifier après que c'est bien fait, c'est vraiment complètement à l'envers. C'est en fait à la base. Quand on ouvre un hôpital ou une EHPAD aujourd'hui, c'est tout de suite qu'on doit fixer des objectifs de qualité. Et après, si ce n'est pas respecté, tout le monde est viré. Voilà. Le Qatar en foot, ils sont très bons au PSG. On a Mbappé, on a Neymar. Non, mais je dis, c'est pour alléger un peu le propos. Mais ça suffit pas de gagner une Coupe d'Europe. Ah, ok, d'accord.
Ah, on a décidé de On faire doit mal. arrêter, Ok, on doit arrêter- ok, Arnaud, Thomas on doit Brosset. arrêter Ouais, de travailler. Arnaud, on doit arrêter de travailler en silo. On doit travailler Mm. en harmonie. Et vous le savez bien, je suis très attaché aussi à ce lien ville-hôpital et hôpital-ville et ce guichet unique dont on avait toujours parlé ensemble et qui me porte parce que je pense que si on a un guichet unique, on a une résonance positive pour nos patients. Et cette résonance positive pour nos patients, c'est de pouvoir orienter les gens à un bon endroit, au meilleur moment et dans la meilleure des structures pour prendre en charge le mieux possible nos patients. Il est inadmissible que dans nos régions comme la nôtre aujourd'hui, on doive attendre 6 mois quasiment pour avoir une mammographie. On sait qu'on fait de la prévention et c'est par la prévention qu'on engage nos patients et nos patientes. C'est insupportable. Et donc, s'il faut développer, je vais dire, un hôpital privé à but lucratif pour dire, voilà, eh ben on développe et on fait un pôle d'excellence sur la mammographie, je dis une bêtise, hein, là, comme ça, mais faisons-le si l'hôpital public ne peut pas le faire pour différentes raisons. Mais s'il peut le faire, ben fais-le aussi. Et auquel cas, on ne devient pas concurrent, mais on devient complémentaire. Et c'est cette complémentarité pour moi qui est extrêmement importante. Le PRS doit mettre en place la complémentarité ville-hôpital. Émilie, Et je hôpital prends la public. parole tout de suite, Émilie. Merci beaucoup, Frédéric. Émilie, le portail unique que Frédéric a abordé, quand on avait échangé ensemble, on s'était dit, mais enfin, quand on est un usager de la santé de la Meuse, par exemple, qu'on n'a pas de chance. Non, je plaisante. Qu'on soit dans la Meuse, dans la Creuse, à Paris ou à Marseille, un guichet qui nous donne la partition du soin. Un format numérique, un QR code qui nous donne la partition du soin de mon territoire. Un truc, on est fort quand même, Doctolib, ça marche quand même pas mal. L'application Pass Sanitaire, ça a quand même plutôt bien marché. Pourquoi on n'a pas tous dans nos smartphones la partition du soin? Demain, j'ai besoin d'aller voir un ophtalmo, comment ça se passe dans mon territoire? Privé, public, tout ça, on laisse, pour le moment on laisse. Et par contre, privé, public, tout ça, attention. Quand il y a une crise pandémique, une crise sanitaire, caniculaire, démographique, migratoire, en ce moment, c'est d'actualité, eh bien là, il n'y a plus de question de public ou de privé, on opère tout le monde, on soigne tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Voilà, c'est ça l'avenir, je pense. Mais ça veut dire remettre vraiment une vision stratégique des choses, quoi. Et donc, prévoir effectivement comment je prends en charge le parcours du patient sur telle ou telle pathologie. Puis il faut arrêter. Je pense qu'il faut faire attention sur les territoires ruraux. On ne peut pas avoir la même rationalité budgétaire sur un territoire rural. Effectivement, c'est peut-être bien d'avoir un scanner ou une mammo pour X milliers d'habitants. Sauf qu'en territoire rural, si on fait ça, à la limite, il n'y a plus rien. Mais en plus, Émilie, il n'y a plus de maternité, il n'y a plus rien. Donc, les territoires ruraux, il faut mettre des critères différents malgré tout. Il y a un critère de distance aussi, d'accès aux soins. Non, mais en plus, ce serait une démarche vertueuse parce que je vais être très provoque. Mais à partir du moment où on décide ça demain, on peut presque partir de l'existant. C'est-à-dire qu'on part de l'existant et on l'enrichit là où il faut l'enrichir. Mais on part du terrain, on part de l'administré. On parle de la vieille personne âgée qui n'a même pas pu aller se déplacer pour se faire vacciner. Voilà. On imagine qu'elle, si elle a besoin de voir un gynéco à 80 ans parce qu'elle a des métrorragies, à mon avis, ça va être compliqué de la soigner. Et donc, voilà. Est-ce qu'on, comme Thomas et les modérateurs, il y a peut-être des questions dans la salle? Bonjour, il n'y a pas spécialement de questions, c'est plutôt deux remarques. Une remarque qui reprend ce que disait Thomas sur la collaboration avec les départements et dans l'idée aussi de lutter contre la concurrence entre les départements. Et une autre remarque sur les soignants français qui travaillent dans les pays alentours, sur le fait de peut-être demander une sorte de rétrocession de ces pays-là vers la France. Voilà. Alors, la réflexion, elle peut se faire de plein de manières différentes. Moi, ce que j'avais proposé en tous les cas par rapport au Luxembourg, mais il y a eu des accords qui ont été faits avec la Suisse, par exemple, parce qu'on a les mêmes problématiques. Alors, il y a beaucoup de travaux sur est-ce qu'on va leur demander une rétribution fiscale, comme la Suisse le fait depuis des années, parce qu'il y a un accord franco-suisse qui date de la fin des années 70, qui fait qu'il donne un certain nombre de recettes à la région en retour. Là, le Luxembourg est complètement opposé à ça, mais le Luxembourg n'est pas opposé à financer des projets en commun.
Donc, ça peut être notamment des formations professionnelles, former plus de soignants pour notre bassin de vie. Et ça, il n'y a aucune raison que profitent de nos formations, qui sont en plus des formations pour beaucoup publiques. Elles ne sont pas toutes publiques, mais beaucoup sont publiques. Et c'est pas du tout normal. Bon, là, on n'est pas du tout dans un rapport équilibré. Donc ça peut se travailler. Et donc là, on a mis les premières pierres avec enfin un projet de formation en commun. Là, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, ça. Je pense que les formations qui vont permettre de révolutionner les professions sont aussi un moyen d'augmenter les salaires et un moyen de réorganiser les territoires. Moi, je crois que les formations peuvent être vraiment un support important. En tous les cas, moi, je trouve que la démarche du collectif Santé en danger, elle est intéressante parce que moi, l'impression que j'avais au début de mon mandat, où je discutais avec les syndicats des différentes professions de santé, c'est qu'en fait, chacun était un peu dans son silo comme ça et était incapable de même me donner une vision plus globale des choses. Quand je demandais, mais combien de lits, combien de machins, c'était impossible. Et en fait, chacun défend un peu sa petite avancée statutaire. Et donc, alors c'est normal que chacun défende son avancée statutaire, mais c'est bien aussi de réunir tous les professionnels de santé comme vous le faites pour essayer d'avancer dans une démarche beaucoup plus globale. Puis nous, il y a un truc qui change tout. On a Thomas Brosset. Et Thomas Brosset, il est avec nous. Il n'est pas ailleurs. Enfin, il est un petit peu avec Frédéric. Mais un petit peu, oui. Voilà. Bon, super, Thomas. Thomas, je ne sais pas comment. 13h19, on a un peu. Pardon. J'ai une question justement sur. C'est un peu plus sérieux, mais on a parlé du régalien en fait. Nous, on parle beaucoup de la santé, c'est notre domaine et on sait ça, mais on sait que dans la justice, dans l'armée, dans la police et un peu l'éducation aussi, quand même, il y a les mêmes problèmes et les mêmes causes font les mêmes effets en fait. Est-ce qu'il y a moyen, aujourd'hui, quand on est député, de pouvoir organiser un fléchage des budgets pour savoir comment se répartit et comment se diluent en fait les enveloppes, les plans de financement qui sont faits de façon annuelle? C'est probablement déjà fait. On sait qu'on voit régulièrement passer les avis de la Cour des comptes tous les ans, qui d'ailleurs ne sont pas forcément écoutés ou suivis des faits. Comment on pourrait rendre ça plus transparent pour qu'un citoyen comme moi, qui suis acteur dans un système régalien, le système santé, comment je pourrais reprendre de la confiance dans ce qui est fait, alors que j'ai l'impression, comme ça a été dit il y a 10 minutes par M. Dussart, qu'au niveau de mon territoire, je vois plutôt de la gabegie financière tous les jours, que ce soit du mercenariat ou du maintien à tout prix de structures hospitalières publiques ou privées qui nécessiteraient effectivement d'être rassemblées. Et la localisation de Cavaillon avec 28 000 habitants et un bassin de population de 150 000 habitants, c'est une dimension qu'on retrouve à peu près partout sur le territoire quand on parle de bassin de population, en fait. Dans les petites et moyennes villes, si on accepte bien sûr les grandes métropoles. Voilà. Alors, le traçage budgétaire, il est fait. Hein. Le budget, il est adopté par programme budgétaire donc chacune des actions de politique publique, hein, la santé, la police, l'armée, la justice, etc., l'éducation nationale. Et à l'intérieur de ces grands programmes budgétaires, bien évidemment, chaque ligne est tracée dans telle et telle et telle action. Après, les choix qui sont faits au niveau, par exemple, du système hospitalier, d'aller faire appel à des intérimaires, à des gens qui viennent faire une nuit par-ci, une nuit par-là, ça, je pense que ça a été une des conséquences, ça a été aggravé par la T2A, ces phénomènes-là. Il a fallu du temps pour que vraiment ça devienne un phénomène objectivé au niveau national. Et là, ces derniers temps, on en a beaucoup discuté à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on doit autoriser, pas autoriser, etc., etc. Mais le fait est qu'on s'était tellement mis en fragilité depuis des années, notamment avec le numerus clausus, c'est quand même un truc surréaliste, hein, qui est de croire qu'en supprimant des médecins, on va supprimer les maladies. Ça, j'avoue que je n'ai toujours pas compris la logique globale de ça. C'est ce qu'on a appris en fac de médecine, effectivement. Voilà. Du coup, c'est difficile aujourd'hui de sortir de ça, mais je pense que la Cour des comptes, elle fait ça. Évidemment, les services de l'IGAS, ils savent aujourd'hui où sont les dépenses qui nous coûtent très cher, un peu bêtement comme ça. Hein. Et c'est ce qui est en train d'être... Il commence à réorienter, mais
voilà, à chaque fois, les décisions, est-ce qu'elles sont les bonnes? Je ne suis pas sûre, quoi. On en avait un peu discuté, notamment sur le sujet de l'appel, comme ça, des rémunérations au coup par coup de ce mercenariat. Je ne sais pas si là, le gouvernement a pris les bonnes décisions, par exemple. Voilà. Mais ce traçage, il est fait. La Cour des comptes, elle sait exactement où les dépenses, etc. Après, il faut rentrer dans la gestion des hôpitaux et d'un autre côté, ils sont très contraints et en même temps, on ne leur laisse pas assez de marge de manœuvre pour réorganiser. Mais tout ça a émergé des discussions du Ségur aussi. Hein. Le fait qu'il fallait redonner plus de poids au sein de l'hôpital, notamment aux soignants qui se rendent compte très clairement où sont les manques aujourd'hui. Là, on revient sur notre sujet de démocratie et de réforme par l'intérieur du système. Parce que dans les autres auditions, notamment hier, c'était très intéressant parce qu'on a parlé aussi médico-social, tout ça. Et je sais que c'est un sujet qui est sensible pour vous, mais ce qui a été montré, en fait, c'est que les structures existent, mais qu'on ne leur donne pas les moyens aujourd'hui d'exister, justement du fait des restrictions budgétaires. Et par contre, on va inventer à nouveau d'autres structures avec des plateformes pour essayer de répartir l'offre de soins, mais qui ne répondent pas ou qui font juste une salle d'attente supplémentaire pour tous ces usagers, citoyens et malades. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'un reset, Arnaud. C'est pas un reset peut-être mental, oui, mais en fait, il y a des choses qui existent et qu'il faut justement réinvestir plutôt que vouloir tout raser et recommencer. Oui, mais notamment, moi, je ne sais pas comment vont se décliner réellement les projets territoriaux de santé, là, mais en fait, ça pourrait être un des outils, quoi. Mais encore une fois, il faut faire confiance aux professionnels aussi. Il faut les intégrer dans le processus de décision. Moi, je vous donne un autre exemple. On a parlé du handicap. J'ai un autre gros sujet, moi, de santé publique dans mon département, c'est la lutte contre les addictions. Je suis un des départements où il y a le plus de saisies d'héroïne en France par habitant. C'est un truc de dingue. J'ai 2 fois plus d'hospitalisations. Dans la Meuse, parce qu'on n'est pas loin des Pays-Bas. J'ai par exemple 2 fois plus d'hospitalisation en hôpital psychiatrique dû aux addictions qu'ailleurs en France. Donc, c'est un problème de santé publique de mon territoire. Je peux vous dire qu'avant d'organiser un peu une réflexion commune de tous les professionnels en lien avec le PROC, moi, quand le procureur me dit je ne sais pas où envoyer les personnes, comment prendre en charge les soins, comment faire en sorte qu'on les engage dans un processus de sortie des addictions. Ouais, vous voyez, ce n'est pas organisé. Non, mais ça veut dire, oui, ça voudrait dire que là, dans l'exemple que vous prenez, si je suis votre pensée, c'est que, voilà, à cet endroit-là de France, il y a besoin probablement d'un apport supplémentaire de place. Et alors, c'est passionnant, mais Thomas, je pense qu'il faut vraiment conclure. Ben, vas-y. Ah, bon. Mais non, mais à chaque fois, on est en fait, à chaque fois, on est déçus de conclure. Ça nous, bon, moi, on va finir par m'appeler au bloc, donc je ne m'en fais pas trop, mais non, mais parce que c'est passionnant. Merci beaucoup, Émilie, Frédéric, c'est passionnant. On a envie de continuer. Bon, on vous connaît, hein, c'est pour ça qu'on vous a invité. Hein, c'est parce qu'on savait que ce serait passionnant. Non, mais c'est très concret. Et puis, il y a les solutions. Enfin, voilà, on n'a pas peur d'aborder des solutions en regard. Et puis, on est sur le terrain avec Thomas, Frédéric. Et puis, vous, Émilie, vous êtes une élue, vous avez des idées, vous êtes une intellectuelle. Bon, alors attendez, si, j'ai 2-3 questions pour conclure. Ah non. Si, non, mais tu dis qu'il faut faire un choix politique avec de l'intelligence collective et que tout le régalien s'en portera mieux. Ouais, exactement, voilà. Je suis d'accord avec ce que Thomas vient de dire. Et donc, est-ce qu'au mois de juin, vous ferez encore de la politique, Mme Cariou, ou pas? Non, mais ça ne me regarde pas. Le collectif Santé en danger que je vais annoncer ce que je vais faire au mois de juin. Ok. Voilà. Bon, alors, deuxième question. Non, mais je plaisante, hein, mais vous accepteriez de travailler plus avec nous pour être une sorte de porte-parole, représentant? Oui, non, mais moi, je veux bien vous aider, etc. Mais encore une fois, moi, je travaille beaucoup sur les recettes publiques, etc. Vous voulez de l'argent? À trouver des financements, en gros. Mais je ne suis pas une professionnelle de l'ONDAM ou professionnelle de la politique de santé. Voilà, moi, je suis vraiment sur le plan financier. Moi, je pense qu'il a surtout oublié de vous inviter à la restitution des auditions le 27-28 mars à Paris, si tout va bien.
Normalement, Nina, si Émilie ne savait pas, c'est à cause de Nina. Ça, moi, je… Oh, elle me l'a sûrement dit. Oh. Beaucoup de choses. Non, mais c'est important ce que dit Thomas, Frédéric aussi, bien entendu. De toute façon, tous les orateurs du Vrai Ségur, bien évidemment, vous êtes invités le 27-28 mars. Ça va être la restitution du Vrai Ségur avec TF1, CNN. On est en train d'organiser tout ça. Et probablement Thomas et Audrey. Audrey, elle est là, je sais. Audrey, Émilie, il faut l'associer à la session économie de la santé si jamais on arrive à en faire une, quoi. Voilà, c'est tout simplement. En tous les cas, bravo pour votre action et surtout pour faire remonter justement ça, ce que je vous dis là, créer cette intelligence collective et faire remonter la parole sans structure trop lourde. Et je pense notamment aux structures syndicales qui peuvent être dans des espèces de trucs de donnant-donnant, de stratégies qui datent de Mathusalem. Vous voyez, et ça, c'est pas propre à la santé. Émilie, les syndicats sont nos amis. Attention. Non, mais c'est nos amis aussi. Mais c'est bien aussi d'avoir des structures qui fassent remonter en direct comme ça. Bah là, pour l'Ukraine, hein, ce n'est pas du tout l'objectif du collectif, comme vous le savez, mais on s'est retrouvé un peu par hasard à être destinataire d'offres de matériel, d'organisation et même d'offres de personnes prêtes à aller aider. On fait remonter toutes les infos et on est en lien direct avec l'Élysée, le ministère de la Santé. Voilà, on essaye d'aider. Bon, c'était merveilleux, merci beaucoup. Audrey, tu m'entends? Elle n'est pas là. Oui, bien sûr. Ah, tu es là. Tu as la date de l'audition économique pour qu'Émilie elle annule son dîner prévu? Le 21 mars. C'est le 21 mars? Oui. Voilà. Et c'est à quelle heure? Il y a les 2 sessions qui sont ouvertes pour l'instant. Entre 12h15 et 13h15 et le soir… De toute façon, l'Assemblée nationale est fermée maintenant, Émilie, si on a bien compris. Ah oui, mais en fait, on avait fini jeudi et en fait, vendredi, on a dû revenir pour le message du président et hier, on a fait un débat sur l'Ukraine. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec l'Ukraine. Ça se trouve, on va se retrouver avec une session extraordinaire. Je ne peux pas vous dire. Bon, bloquez le 21 mars. On a toujours une pause avant les élections pour que chacun aille faire ses campagnes, etc. Mais bon, on est dans un univers très incertain. Vous êtes toujours dans l'équipe de Yannick Jadot? Oui, en fait, les Nouveaux Démocrates font partie effectivement de l'équipe de Jadot et on est dans son conseil politique. Ok. Bah, nous, on est très fort en écosystème et en santé environnementale, pour pourrait lui dire. Ah ben, je vais lui transmettre. Non, mais il le sait, on a des contacts avec lui. Merci beaucoup, Frédéric, merci. Merci à vous tous. Merci pour votre présence. Thomas, merci pour cette magnifique modération. Merci à tous pour les questions. Rendez-vous à 18h, si je ne m'abuse, avec Olivier Thomas. Une session qui va être passionnante, que Frédéric connaît. Frédéric, je crois que vous aviez fait une session avec Olivier Thomas. Ancien directeur, orienté maintenant spécialisé dans la santé environnementale. On insiste un peu sur ce sujet-là parce qu'il est tellement absent de l'organisation aujourd'hui du système de soins. Merci à tous. Merci. Il est brillant. Merci, Merci. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.